Blueprint 11. Intégration post-narcissique. Chapitre 1. Je suis le maître kintsugi de mon âme brisée. Je suis ici, dans le silence, dans les décombres. Autour de moi, les fragments d'un vase autrefois entier. Mon vase, mon âme. Je peux voir les bords tranchants, les courbes brisées, la poussière fine de ce qui a été pulvérisé. Je ressens le vide, là où il y avait une forme, le silence là où il y avait une résonance. Le choc de la chute est passé. Reste la réalité de la fragmentation. La tentation est de balayer les morceaux, de les cacher, de prétendre que le vase n'a jamais existé, ou de pleurer sur sa perte. Mais aujourd'hui, une autre voie s'ouvre. Je ne suis pas la victime de la destruction. Je ne suis pas les morceaux brisés. Je suis l'artisan qui se tient, calme, au milieu des débris. Je suis le maître kintsugi, l'artiste de la réparation sacrée. Je peux sentir dans mes mains la connaissance ancienne de cet art. Mes mains ne tremblent pas, elles sont stables. Elles savent que la brisure n'est pas la fin. C'est le commencement d'une œuvre d'art plus profonde, plus vraie. Je suis le maître kintsugi de mon âme brisée. Cette identité est la première lueur de l'aube après une longue nuit. Elle ne nie pas la douleur. Elle lui donne un but. Mon rôle n'est pas de recoller les morceaux pour masquer la fracture, pour prétendre que rien ne s'est passé. Mon rôle est de préparer la laque d'or la plus pure et de joindre les fragments en soulignant, en honorant, en illuminant chaque ligne de fracture. Car je sais, avec une certitude qui vient du plus profond de mon être, que le vase restauré sera infiniment plus résilient, plus précieux et plus beau que l'original. Même si la tâche semble immense, je ressens une paix nouvelle. Le désespoir se transforme en intention. Le chaos devient un atelier. Je ne suis plus défini par la chute, je suis défini par l'acte de ramasser les morceaux avec révérence et amour. Le processus de guérison n'est plus une corvée, c'est mon art, mon chef-d'œuvre. Et il commence maintenant. Chapitre 2. Je valide ma réalité et je reconnais l'impact de l'abus narcissique. Mon premier geste d'artisan n'est pas de toucher les morceaux, c'est de voir avec une clarté impitoyable ce qui s'est réellement passé. Je me tiens dans mon atelier et je laisse la lumière de la vérité inonder la scène. Je regarde le soleil, je vois les empreintes de pas de l'autre, je vois les mensonges, la manipulation, le gaslighting, non plus comme un brouillard confus, mais comme des événements distincts, des actions concrètes. Je reconnais l'abus, je lui donne son vrai nom. Ce n'était pas de l'amour, ce n'était pas une erreur, ce n'était pas ma faute. C'était un acte de destruction. Je peux sentir mon corps qui résonne avec cette vérité. Un frisson, un soupir profond. C'est la sensation de la réalité qui reprend enfin sa place. Je valide mon expérience, je reconnais que la confusion, la douleur, le sentiment de devenir fou n'étaient pas des signes de ma faiblesse, mais les symptômes normaux d'une exposition à un poison psychique. Je me donne la permission d'avoir ressenti tout ce que j'ai ressenti. Ma douleur est légitime, ma colère est légitime, mon chagrin est légitime. Je deviens mon propre témoin, mon propre validateur. Je n'ai plus besoin que quiconque d'autre me croie. Je me crois. Et cette auto-validation est le premier baume sur mes blessures. Même si une partie de moi a été entraînée à douter de ma propre perception, à minimiser, à excuser, je choisis maintenant la clarté radicale. Je reconnais la profondeur de l'impact. Je vois comment les fondations de ma confiance, de mon identité, ont été ébranlées. En regardant la dévastation sans détourner le regard, je ne me complais pas dans la souffrance. Je fais l'inventaire précis de l'artisan. Je mesure la tâche à accomplir, et dans cette clarté, il n'y a pas de peur. Il n'y a que le calme avant le début du travail. Chapitre 3. J'honore mon deuil et je récupère chaque fragment de mon être. La clarté est établie, la réalité est validée. Maintenant, le travail du cœur commence, le travail du deuil. Car avant de pouvoir reconstruire, je dois honorer ce qui a été perdu. Je m'assois au milieu des fragments et je pleure. Je pleure le vase qu'il était. Je pleure l'innocence perdue, la confiance trahie. Je pleure le temps, l'énergie, l'amour que j'ai investi. Je ne retiens pas les larmes. Chaque larme est une cérémonie de purification. Elle lave la poussière des débris, elle nettoie les bords des blessures, les préparant pour la laque d'or. Ce deuil n'est pas un signe de faiblesse, c'est un acte de courage immense. C'est l'hommage nécessaire à la profondeur de ce que j'ai vécu. Puis, avec une infinie tendresse, je commence à ramasser les morceaux, un par un. Je prends ce premier fragment, c'est ma capacité à faire confiance. Il est ébréché, mais il est toujours là. Je le tiens dans ma main. Je te récupère, dis-je. Tu es à moi. Je le pose délicatement sur mon établi. Je prends un autre morceau. C'est ma joie de vivre. Il est couvert de poussière, terne, mais sa forme est intacte. Je te récupère. Tu es à moi. Un autre. C'est ma valeur. Il est fissuré, mais il brille encore d'une lumière intérieure. Je te récupère. Tu es à moi. Je continue ce rituel sacré. Mon intuition, ma créativité,
ma paix, mon droit à la sécurité. Chaque fragment que je ramasse est une déclaration de souveraineté. Je rapatrie chaque partie de moi-même qui a été exilée, niée ou volée. Même si le processus est douloureux, chaque fragment que je place sur mon établi me rend plus entier. Le sol se vide lentement. Mon établi se remplit. Je ne suis plus dispersé. Je suis rassemblé. Je ne suis plus une victime impuissante. Je suis l'artisan qui a récupéré tous ces matériaux. Et je suis prêt à commencer le nettoyage. Chapitre 4. Je dissipe le brouillard du gaslighting et de la dissonance cognitive. Mon établi est couvert des fragments de mon être. Avant de pouvoir songer à les assembler, je dois nettoyer leurs bords. Ils sont recouverts d'une suie collante, d'un brouillard toxique qui altère leur forme et m'empêche de voir où ils s'emboîtent. C'est le brouillard du gaslighting. Je prends le premier fragment, ma perception de la réalité. Il est couvert de cette suie. Je peux entendre les échos des mensonges. Tu es trop sensible. Ça n'est jamais arrivé. Tu imagines des choses. Je prends un solvant puissant. C'est la vérité radicale. Je l'applique avec un chiffon propre, le chiffon de ma propre validation. Je frotte. Je vois la suie commencer à se dissoudre. Je répète la vérité, encore et encore. Ma perception était juste. Ma réaction était saine. Ce qui s'est passé était réel. La suie se décolle, révélant la ligne de fracture nette et propre en dessous. Le fragment retrouve sa vraie couleur. Je prends le fragment de ma mémoire. Il est déformé par la dissonance cognitive, la tension d'avoir dû faire coexister deux réalités contradictoires, l'illusion de l'amour et la réalité de l'abus. Cette tension a tordu le fragment. Je le place doucement dans un bain de clarté. Je choisis consciemment de lâcher l'illusion. Je regarde la belle facette pour ce qu'elle était, une performance, une stratégie. Et je regarde la facette abusive comme la seule vérité pertinente. La tension se relâche, la distorsion s'estompe, la mémoire retrouve sa forme originelle. Je nettoie chaque fragment, un par un, je confronte chaque mensonge avec une vérité simple et puissante. Même si ce processus est épuisant, chaque couche de brouillard que j'enlève me rend ma propre clarté. Mon esprit n'est plus un champ de bataille confus. Il devient un atelier bien éclairé. Je peux voir mes propres morceaux pour ce qu'ils sont, purs et intacts dans leur essence. Le brouillard se lève, et pour la première fois depuis longtemps, je peux penser clairement. Chapitre 5. Je libère la culpabilité toxique et la honte qui ne m'appartiennent pas. Les bords des fragments sont maintenant propres, mais je sens qu'ils portent encore un poids qui n'est pas le leur, une charge lourde et sombre qui a été projetée sur eux. C'est la culpabilité et la honte. Je prends dans mes mains le fragment de mes actions. Je peux sentir le poids de la culpabilité. J'aurais dû savoir. J'aurais dû partir plus tôt. J'ai provoqué sa colère. Je reconnais cette charge. Et je réalise qu'elle ne fait pas partie de la céramique originelle. C'est un parasite. C'est un fardeau que l'on m'a forcé à porter. Avec une intention délibérée, je visualise cette charge comme une boue noire et lourde et je la racle. Je la sépare du fragment. Je la regarde et je lui parle. Tu ne m'appartiens pas, tu es la responsabilité de celui qui a choisi d'abuser. Je te la rends. Je peux sentir le fragment s'alléger instantanément dans ma main. Je prends le fragment de mon identité. Il est imprégné d'une honte froide et insidieuse. La honte d'avoir été trompé. La honte de ne pas avoir été assez bien pour être aimé correctement. Cette honte me dit de me cacher, de ne parler à personne. C'est le gardien silencieux de l'abus. Je l'expose à la lumière chaude de ma compassion. Je la regarde et je reconnais qu'elle est un mensonge. La honte appartient à l'agresseur, pas à la victime. Je respire la lumière dans le fragment et je vois la honte s'évaporer comme une brume matinale. Je répète ce processus de libération pour chaque partie de moi qui a été contaminée. Je me lave de la culpabilité. Je me purifie de la honte. C'est un acte de souveraineté. Je refuse de porter les bagages émotionnels d'un autre. Même si ces sentiments ont pu sembler être les miens, je les reconnais maintenant comme des implants étrangers et je les retire, un par un, jusqu'à ce que mes fragments ne portent plus que leur propre poids, leur propre vérité, leur propre lumière. Chapitre 6. Je brise les liens traumatiques, trauma-bons, avec conscience et détermination. Les fragments sont propres, légers, mais je sens qu'ils sont encore connectés à quelque chose d'extérieur par des fils invisibles, collants, élastiques. Ce sont les liens traumatiques, le cycle pervers de l'abus et de la récompense intermittente qui a créé une dépendance biochimique. Je vois ces fils. Ils partent de mes fragments les plus vulnérables et s'étendent dans le vide, cherchant leur ancienne source. Je ressens leur traction. C'est le manque, l'envie irrationnelle de retourner vers la source de la douleur, l'espoir insensé que cette fois, ce sera différent. C'est la logique de l'addiction, pas de l'amour. Je prends une paire de ciseaux.
Ce ne sont pas des ciseaux ordinaires. Ils sont faits de la substance de ma décision la plus ferme, la décision de ne plus jamais me trahir, la décision de choisir ma propre sécurité et ma propre paix par-dessus tout. Je prends un de ces fils, je sens sa résistance, je vois les images et les souvenirs qu'il transporte, et avec un acte de volonté pure, je coupe. Clac, le fil se rétracte. Je ressens une douleur aiguë, le choc du sevrage, suivi d'une vague de libération. Je continue, je traque chaque lien, chaque espoir secret, chaque fantasme de réconciliation. Et je coupe, clac. Je ne le fais pas avec colère, mais avec la précision froide d'un chirurgien qui enlève une tumeur. Chaque coupe est une affirmation de mon droit à la liberté. Chaque lien brisé est un pas de plus vers ma souveraineté. Même si une partie de moi hurle à chaque section, la partie sage de moi, le maître Kintsugi, sait que c'est le seul chemin. Je ne peux pas réparer mon vase si une partie de lui est encore attachée à ce qui l'a brisé. Je coupe tout, et dans le silence qui suit, je suis enfin et complètement libre. Chapitre 7. Ma compassion radicale est la base de la laque guérisseuse. Tous les fragments sont récupérés, nettoyés, libérés. Ils sont prêts sur mon établi. Il est temps de préparer la substance qui va les lier à nouveau. La précieuse laque d'or. Je me tourne vers mon atelier intérieur et je cherche les ingrédients. Le premier, le plus fondamental, est la compassion. Je la ressens comme une chaleur liquide, une résine dorée qui coule de mon propre cœur. Ce n'est pas de la pitié. C'est une compassion radicale, féroce. C'est la capacité de regarder la version de moi qui a enduré l'abus, non pas avec jugement, mais avec un respect et une admiration infinie. Je la vois, cette personne que j'étais, essayant de survivre, faisant de son mieux avec les outils qu'elle avait, aimant avec un cœur ouvert dans un champ de mine, et je ne ressens que de la tendresse. Je prends cette chaleur, cette compassion, et je la verse dans un bol. Je la dirige vers chaque décision que j'ai prise. Je pardonne à mon ancien moi de ne pas avoir su plus tôt, de ne pas être parti plus vite. Je comprends que j'ai agi par amour, par espoir, par humanité. Je retire toute trace d'autoflagellation. Chaque « j'aurais dû » se dissout dans cette laque chaude. Même si le monde a pu me juger, même si une partie de moi a pu m'autocritiquer, je choisis maintenant l'étreinte inconditionnelle de la compassion. Je suis mon propre allié le plus féroce. Je deviens le parent aimant qui regarde son enfant tomber et qui, au lieu de le gronder, le prend dans ses bras et lui dit « Tu as été si courageux ». Cette compassion est la base de ma laque, c'est elle qui donnera à la réparation sa flexibilité et sa force. Sans elle, la réparation serait rigide, cassante, avec elle, elle sera vivante. Chapitre 8. Je cultive une vérité intransigeante comme agent de cohésion. La compassion est la base chaude et liquide, mais pour que la laque puisse durcir et lier les fragments avec une force indestructible, elle a besoin d'un autre ingrédient, un agent de cohésion. Ce catalyseur, c'est la vérité. Je cultive une vérité intransigeante. C'est la clarté que j'ai acquise en dissipant le brouillard. C'est l'acceptation radicale de ce qui a été, sans minimisation, sans excuse, sans faux espoir. Je prends cette vérité, qui est aussi pure et dure qu'un diamant, et je la broie en une poudre fine. C'est la poudre d'or de mon kintsugi. Je mélange cette poudre de vérité à la résine chaude de ma compassion. Je peux sentir la laque qui change de consistance. Elle devient plus dense, plus substantielle. La compassion sans la vérité est un sentiment agréable mais impuissant. La vérité sans la compassion est une arme brutale. Mais ensemble, elles créent la substance de la guérison véritable. La compassion me permet de regarder la vérité sans me briser. La vérité empêche ma compassion de sombrer dans l'apitoiement ou le déni. Je regarde mon pot de laque d'or. Il est prêt. Il contient la sagesse de mon expérience, la vérité de ce que j'ai enduré et la compassion pour celui que j'étais en l'endurant. Même si par le passé j'ai pu osciller entre une dureté impitoyable envers moi-même et une tristesse sans fin, je trouve maintenant mon centre dans cet équilibre parfait. Cette laque est la chose la plus précieuse que je possède. Elle est le fruit de mon alchimie intérieure et elle a le pouvoir non seulement de réparer, mais de transformer. Chapitre 9. Je restaure mon système nerveux avec une patience infinie. Avant de commencer l'assemblage final, je dois m'assurer que l'atelier lui-même était stable. L'expérience de l'abus narcissique a été un tremblement de terre constant pour mon système nerveux. Il est encore en état d'hypervigilance, vibrant au moindre bruit, attendant le prochain choc. Je suis le maître Kintsugi, mais je suis aussi le gardien du temple. Je me tourne vers mon propre corps. Je le ressens, l'agitation, la tension dans les épaules, la respiration superficielle. Et je lui offre le plus grand des cadeaux, la patience. Je ne lui demande pas de guérir vite, je ne le brusque pas. Je lui donne le temps et l'espace dont il a besoin pour comprendre que la menace est passée. Je pratique des actes de restauration. Je respire, lentement.
J'allonge l'expiration, envoyant un signal de sécurité à mon air vague. Je fais cela non pas une fois, mais 100 fois par jour. Chaque respiration est une goutte de baume sur des nerfs à vif. Je bouge, doucement, je m'étire, je marche dans la nature, je permets à l'énergie de la peur stockée dans mes muscles de se libérer. Je dors. Je donne à mon corps la permission de se reposer, de se réparer, de se reconstruire pendant la nuit. Même si mon esprit voudrait aller plus vite, je m'incline devant la sagesse de mon corps. La guérison du système nerveux n'est pas un sprint, c'est la lente croissance d'une forêt après un incendie. Je suis le jardinier patient qui arrose le sol, qui protège les jeunes pousses, qui fait confiance au processus naturel de la vie. Chaque moment de calme que je cultive, chaque cycle de respiration consciente, est une réparation invisible mais fondamentale. Je restaure le sol sur lequel mon vase sera posé, et je le fais avec un amour et une patience infinie. Chapitre 10. Je reconstruis mon identité authentique, alignée sur mes valeurs fondamentales. L'atelier est calme, le sol est stable, les fragments sont propres, la laque d'or est prête. Le moment est venu, le grand art de l'assemblage commence. Et la première question est, quelle forme ce vase est-il destiné à avoir? Pendant la relation toxique, mon identité a été déformée. J'ai été un miroir, un satellite, une extension des besoins de l'autre. Les fragments de qui j'étais vraiment ont été dispersés. Maintenant, je ne cherche pas à reconstruire le vase tel qu'il était. Je choisis de construire une nouvelle forme, plus authentique, plus forte. Je prends les fragments de mes valeurs les plus profondes. La créativité, la liberté, la gentillesse, la vérité. Je les place au centre de mon établi. Ce sont les pièces maîtresses, le cœur de ma nouvelle identité. Chaque autre fragment que j'ajouterai devra s'aligner sur celle-ci. Je ne suis plus un caméléon qui s'adapte. Je suis un être défini de l'intérieur. Je prends un fragment de mes passions, un autre de mes talents, un autre encore de mes rêves. Je les présente à mes valeurs. Sont-ils en harmonie? Oui. Alors, avec une infinie précaution, j'applique la laque d'or de la compassion et de la vérité sur leurs bords, et je les joins. Je peux sentir la prise, la connexion solide. Je continue ce processus, pièce par pièce. Je suis un archéologue qui reconstitue un trésor, mais qui se permet d'améliorer le design original. Même si j'ai pu croire que j'étais perdu, je me retrouve maintenant, plus clairement que jamais. Je ne suis plus le reflet de quelqu'un d'autre, je suis l'expression de mes propres valeurs. Et la forme qui émerge est belle, elle est moi. Chapitre 11. J'établis des frontières sacrées, impénétrables et non négociables. Le vase de mon identité prend forme. Je vois sa beauté, sa force, et je sais que je dois le protéger. Autrefois, mon vase n'avait pas de frontières claires. Il était poreux, laissant les autres puiser son contenu, y verser leur poison. Plus jamais. J'établis mes frontières. Ce ne sont pas des murs de peur, ce sont les lignes claires et définies de ma propre forme. Elles sont l'expression de mon amour-propre. Je prends la laque d'or restante, et je l'utilise pour tracer une ligne lumineuse et infranchissable autour de mon être. Cette ligne est faite de la substance de mes oui et de mes non. Mon nom devient un mot sacré. Il n'est pas agressif. Il est clair, calme, définitif. C'est la garde qui se tient à la porte de mon sanctuaire. Je le dis à tous ceux qui ne respectent pas mes valeurs, à toute personne qui cherche à diminuer ma lumière, à toute demande qui draine mon énergie sans réciprocité. Je ne me justifie pas. Non est la frontière. Mon oui devient tout aussi intentionnel. Je ne le donne plus par peur ou par obligation. Je l'offre comme un cadeau, depuis un lieu de plénitude, aux personnes et aux projets qui sont en résonance avec mon identité authentique. Je choisis qui et quoi je laisse entrer dans l'espace sacré de ma vie. Ces frontières ne m'isolent pas, elles me définissent. Elles me permettent d'interagir avec le monde sans me perdre. Elles sont le vernis final qui protège mon vase, le rendant non seulement beau, mais aussi fonctionnel et en sécurité. Chapitre 12. Je réapprends à faire confiance à mon intuition et à mon jugement. Le vase est assemblé, ses frontières sont établies, il est magnifique, mais il y a une dernière pièce à restaurer, une pièce invisible mais essentielle. Le son qu'il produit quand on le touche, sa résonance, sa capacité à discerner la vérité, mon intuition. Le gaslighting a été une attaque directe contre cette faculté. Il m'a appris à douter de ce que je ressentais, à invalider ma propre boussole intérieure. Je dois maintenant la recalibrer. Je le fais par de petits actes de confiance quotidiens. Je ressens une petite chose, un léger malaise en présence de quelqu'un, une vague d'enthousiasme pour une idée. Autrefois, j'aurais ignoré ce signal, je l'aurais rationalisé. Aujourd'hui, je m'arrête et je l'honore. Je sens cela, dis-je à moi-même. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas besoin de le prouver, mais je choisis de faire confiance à cette sensation. Je prends une petite décision basée sur ce signal. Je quitte la conversation, je poursuis l'idée et j'observe le résultat. 9 fois sur 10, je découvre que mon intuition avait raison.
Chaque fois que je valide mon intuition par l'action, je la renforce. Le filament de connexion entre mon corps et mon esprit, qui avait été sectionné, se répare et s'épaissit. Je deviens mon propre oracle. Je comprends que mon corps et mon inconscient traitent des millions de bits d'informations que mon esprit conscient ne peut pas gérer. Mon intuition est simplement le résumé de cette analyse profonde. Même si j'ai pu croire que je ne pouvais pas me faire confiance, je réapprends maintenant à écouter la sagesse silencieuse qui a toujours été là. Le vase n'est pas seulement un bel objet, il est un instrument de musique. Et il sonne à nouveau juste, clair et vrai. Chapitre 13. Mes cicatrices d'or sont les marques de ma résilience et de ma transformation. Je tiens mon vase dans mes mains. Il est complet, il est solide, il brille. Je le tourne lentement et mon regard suit les lignes d'or qui le parcourent, les veines lumineuses qui dessinent la carte de sa brisure. Autrefois, j'aurais vu ces lignes comme des marques de honte, des preuves de ma fragilité. Aujourd'hui, je les vois pour ce qu'elles sont, des cicatrices sacrées. Je ressens la vérité de ces cicatrices. Elles ne sont pas des faiblesses. Elles sont les points les plus forts de tout le vase. L'endroit où la laque d'or, faite de compassion et de vérité, a lié les fragments est maintenant plus résistant que la céramique originelle. Ma brisure ne m'a pas diminué. Elle m'a renforcé. Chaque ligne d'or est une histoire de survie, une preuve de ma capacité à guérir, une célébration de ma propre alchimie. Je ne cache pas mes cicatrices. Je les honore. Elles sont la signature de mon œuvre d'art unique. Elles racontent l'histoire d'une transformation profonde, du plomb à l'or. Elles sont la beauté qui naît de la blessure, la lumière qui émerge de l'obscurité. Elles sont le témoignage silencieux que la destruction n'a pas eu le dernier mot. L'amour a eu le dernier mot. Mon amour pour moi-même. Même si le monde peut valoriser la perfection intacte, je trouve une beauté plus profonde, plus authentique dans la perfection de la réparation. Mes cicatrices sont devenues mes plus beaux atours. Elles sont les marques de ma résilience, les rivières d'or qui irriguent mon âme, et elles brillent d'une lumière que rien ni personne ne pourra plus jamais éteindre. Chapitre 14. Je suis plus fort, plus sage et plus précieux qu'auparavant. Je pose le vase sur son socle, au centre de mon atelier, et je fais un pas en arrière. Je le contemple, non plus comme l'artisan, mais comme le témoin de son existence, et je reconnais une vérité irréfutable. Je suis plus fort. La force n'est pas l'absence de brisure. La véritable force est la capacité de se reconstruire après avoir été brisé. J'ai affronté l'obscurité, j'ai traversé le feu, et je suis toujours là. La force qui m'habite maintenant n'est pas une force rigide, c'est une force flexible, résiliente, née de la compassion et de l'intégration. Je sais que je peux survivre, j'ai la preuve vivante qui brille dans mes veines. Je suis plus sage. J'ai appris le langage de la manipulation et du mensonge, non pas pour le parler, mais pour le reconnaître instantanément. Mon intuition est devenue un radar d'une précision exquise. J'ai appris les leçons les plus profondes sur l'amour, la confiance, les frontières et la nature humaine. Cette sagesse n'a pas été apprise dans les livres. Elle a été gravée dans mon âme par l'expérience. C'est une connaissance incarnée, inaliénable, et je suis plus précieux. Comme le vase Kintsugi, ma valeur a été augmentée par l'épreuve et la réparation consciente. Je ne suis pas abîmé, je suis augmenté. Ma capacité à aimer est plus profonde, ma compassion plus vaste, mon authenticité plus intransigeante. L'or qui coule dans mes veines est la valeur ajoutée de ma propre transformation. Je ne suis pas une version réparée de mon ancien moi, je suis une version sublimée. Chapitre 15. Je retrouve ma souveraineté totale et je rayonne ma lumière unique. Le vase est là, il ne contient plus le vide. Il est plein de sa propre lumière, il rayonne, et je suis ce vase. Je ressens ma souveraineté, elle n'est plus une quête, c'est un état d'être. Je suis le seul et unique maître de mon royaume intérieur. Mon bonheur, ma sécurité, ma valeur ne sont délégués à personne. Ils sont générés, protégés et cultivés à l'intérieur de mes propres frontières sacrées. Je suis le roi, la reine, le gardien et le trésor de ma propre citadelle. Le trône de mon âme, qui a été vacant ou usurpé, est maintenant occupé, par moi. Et depuis ce trône, je rayonne. Je ne cherche plus la lumière à l'extérieur. Je suis la source de la lumière. Elle brille à travers les lignes d'or de mes cicatrices, créant un motif unique, une signature lumineuse qui est la mienne et celle de personne d'autre. Cette lumière n'est pas agressive, c'est une invitation silencieuse, une permission pour les autres de voir qu'il est possible de guérir, de se reconstruire, de transformer ses blessures en sa plus grande beauté. Je suis libre, le passé a été intégré. Il n'est plus une encre qui me retient, il est la terre fertile d'où ma nouvelle vie a poussé. L'œuvre est terminée. Le maître Kintsugi peut maintenant simplement être le vase, reposant dans la certitude de sa propre solidité, rayonnant tranquillement sa lumière unique dans le monde. La réparation est achevée, la vie commence.